à animer ce premier webinaire. Il y a Benjamin Thiebaud, Daniel Delmotte, Ninon Kratchkowski et moi-même. Je vais commencer par un tout petit tour de présentation. Donc Benjamin, puis Daniel, puis Ninon. Si vous pouvez vous présenter en 30 secondes l'essentiel sur vous, qu'est-ce que c'est? Bon, eh bien, bonjour. Benjamin Thiebaud, je suis installé agriculteur en agriculture biologique grande culture au sud-est du Loiret, limite de la Nièvre et de l'Yonne. Donc, je suis locataire sur des terres de liens installées depuis juillet 2018. Voilà. Oui, bah écoute, moi c'est Daniel Delmotte, bon, retraité, ancien agriculteur. J'ai quitté l'exploitation donc en 2009. C'est une exploitation que je conduisais en fermage sur Monet, l'Indre-et-Loire, avec mon épouse. On avait un troupeau de vaches laitières et on a monté une transformation de produits laitiers à la ferme. Voilà. Et depuis 2010, je suis à Terre de Liens, comme bénévole. J'ai été administrateur, et puis là, ça fait depuis un an que j'ai lâché, mais que je suis toujours présent en tant qu'aide pour porteur de projet. Voilà, voilà. Moi, je suis Ninon Kratchkowski, salariée à Terre de Liens, chargée de questions foncières. Donc, je fais l'accompagnement des porteurs de projets, des propriétaires et des cédants. Et j'examine tous les dossiers d'acquisition de fermes par Terre de Liens et je suis les fermes qui ont été acquises par Terre de Liens en région Centre. Donc je termine ce tour de présentation. Bonjour, moi je suis Axel Goutier, je suis également salarié de Terre de Liens Centre-Val de Loire. Et moi je m'occupe plutôt du volet mobilisation citoyenne, communication et la relation avec les collectivités territoriales. Donc ce soir c'est moi qui vais animer ce webinaire avec l'aide de Benjamin, Daniel et Ninon. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. Je vais repartager mon écran. Voilà. Normalement, vous devez tous voir mon écran. Exact. Oui. Alors, donc pour cette introduction, on a choisi d'abord de faire un point de vocabulaire. Parce que, bon, nous, c'est un peu notre quotidien. On parle tout le temps installation, transmission, porteur de projet, cédant, etc. Mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, pour qu'on se mette d'abord tous au clair sur les points de vocabulaire, on va défricher tout ça. Mais surtout, s'il y a d'autres mots de vocabulaire ou d'autres choses qui posent problème dans le déroulé de ce webinaire, n'hésitez surtout pas à le demander, à poser des questions dans le chat. Ninon, notamment, pourra répondre à certaines questions directement dans le chat, notamment s'il y a des points de vocabulaire comme ça, où on pourra en parler à l'oral. Alors, l'installation, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'installation? En fait, on parle de création ou de reprise d'une entreprise agricole. Enfin, voilà. On parle également de porteur de projet. Le porteur de projet, c'est le futur agriculteur. C'est la personne qui est porteuse d'un projet d'installation. Pour commencer à vous amener quelques petits éléments de contexte, en 2018, il y a eu 13 925 installations. Ce chiffre est à peu près stable depuis 10 ans. Et avant 2000, le nombre annuel d'installations avoisinait les 20 000. Donc on voit qu'il y a eu quand même une diminution de ce nombre d'installations, donc de création ou de reprise d'une entreprise agricole. Quand on parle de transmission, cette fois on parle des exploitations, des fermes à reprendre. Les terres, les bâtiments, le matériel, le troupeau, le circuit de commercialisation, le savoir-faire. La transmission, ça ne se limite pas forcément uniquement à
un bâtiment et un foncier, derrière, il peut y avoir tout ça aussi. La personne qui cède son exploitation, c'est le cédant, donc c'est l'agriculteur qui va cesser son activité et souhaite transmettre sa ferme. Toujours pour vous donner des éléments de contexte, en 2016, 44% des chefs d'exploitation avaient plus de 55 ans et donc devraient partir à la retraite d'ici 2030. Donc énormément de cédants à venir en France. Un petit point vocabulaire aussi sur la notion de ferme. On va utiliser le terme ferme, exploitation agricole. On parle de l'unité de production agricole, donc la terre, les bâtiments, enfin, tout ce qui permet de produire. En 2018, il y avait 420 000 exploitations agricoles en France. Enfin, on va, dans ce webinaire, beaucoup parler de foncier agricole, parce que c'est le cœur de l'activité de Terre de Liens. Quand on parle de foncier agricole, on parle de terres à usage agricole, les champs, les prairies, les pâturages en alpage, les jachères, tout ça fait partie de la terre agricole. Ce foncier agricole, il est indispensable à l'activité agricole, au métier d'agriculteur et donc à notre alimentation. On verra que c'est très important pour bien comprendre les enjeux derrière l'accès au foncier, l'installation, la transmission. Deux points importants également, ces terres agricoles, elles se vendent, s'achètent. C'est le marché foncier, on peut en devenir propriétaire. Quand on veut s'installer, on peut acheter du foncier agricole, mais on peut aussi le louer. Et là, on parle de fermage. C'est des termes qu'on utilisera beaucoup dans ce webinaire. Et enfin, juste une dernière petite notion. 1 hectare, c'est 100 mètres par 100 mètres et c'est à peu près l'équivalent d'un stade de foot. Pour avoir aussi des ordres de grandeur dans les données de contexte qui vont suivre. Alors, toujours dans les éléments de contexte, puisque nous sommes en région Centre-Val de Loire, on a voulu vous parler du contexte du foncier agricole en région Centre. Donc on vit dans une région qui est majoritairement agricole. Au niveau de l'occupation de la surface de la région, il y a 60% de cette surface qui en 2015 était à vocation agricole. C'est un peu plus que la moyenne en France qui est à 51%. Mais cette surface agricole, elle diminue. C'est le même phénomène qu'on peut observer partout en France. Elle diminue au profit de surfaces artificialisées, donc de l'urbanisation, et de surfaces boisées dans une moindre mesure. La perte des sols agricoles, elle s'élève en moyenne à 4600 hectares par an entre 2010 et 2015. Donc c'est un phénomène quand même assez important. Autre élément de contexte, puisqu'on en reparlera aussi par la suite, le prix des terres. En région Centre-Val de Loire, 1 hectare à l'achat, ça vaut 6 100 € en moyenne en 2019. Ça, c'est vraiment une moyenne parce qu'il y a de très fortes disparités entre les petites régions agricoles et des gros écarts de prix au sein même de ces petites régions agricoles. Pour vous donner un exemple, donc, il y a ce tableau à gauche présente le prix d'un hectare de terre, le prix moyen par département, et puis c'est ça les petites régions agricoles. Donc on redécoupe le département en plus petites zones. Et en 2019, on voit qu'en Beauce, 1 hectare de terre, ça vaut 10 260 €. Alors que dans l'extrême inverse, dans le Loir-et-Cher, dans la petite région qu'on appelle plateau bocager de la Touraine méridionale, on est à 3 250 €. Donc il y a des écarts de prix importants, mais ce qu'il faut retenir, c'est en moyenne, 1 hectare de terre, 6 100 €, et on peut monter jusqu'à 10 000 € dans notre région selon la zone. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça en introduction de la surface agricole, de la disparition du foncier, du prix? Eh bien, en fait,
pour commencer à aborder les enjeux qui entourent l'installation, la transmission et la préservation du foncier. On assiste partout en France à une disparition de la surface agricole. En 1950, les terres agricoles, elles recouvraient 72% du territoire. En 2015, on n'était plus qu'à 54%. Dans à peu près le même temps, on a un phénomène d'accaparement des terres agricoles, c'est-à-dire que les exploitations en place deviennent de plus en plus grandes et concentrent à elles seules de plus en plus de terres agricoles. On a des exploitations très grandes qui parfois, vous en avez certainement déjà entendu parler dans les médias récemment, appartiennent à des investisseurs étrangers. Ce sont des systèmes de production qui vont être très spécialisés, très simplifiés, robotisés, standardisés, sur des parcelles de plus en plus vastes qui tiennent peu compte du milieu agricole. Donc il va y avoir deux conséquences à ça. Déjà, en termes d'emploi par unité de surface, d'emploi par hectare, on a moins de personnes qui travaillent dans le domaine agricole sur ce type de ferme-là. Et puis, elles prennent peu en compte l'environnement, donc on a aussi des questions liées à la protection de la biodiversité, etc. Donc, moins de surface agricole, des exploitations de plus en plus grandes qui accaparent et qui concentrent ce foncier agricole. Finalement, les terres, le foncier agricole, les terres agricoles deviennent plus rares et on assiste à une augmentation du prix de ces terres. En 1950, à l'échelle en moyenne en France, 1 hectare de terre, c'était 170 €. En 2013, 1 hectare de terre, 6 000 €. Donc, une augmentation très importante du prix du foncier qui, vous vous en doutez, peut constituer une barrière à l'installation importante. Dans le même temps, autre phénomène, et je l'ai déjà un petit peu évoqué, on assiste à une diminution du nombre d'agriculteurs en France. Il y a aujourd'hui, on a déjà, en 1960, il y avait 4 millions d'agriculteurs. En 2015, ils ne sont plus que 900 000. Et aujourd'hui, il y a 160 000 agriculteurs qui sont susceptibles de transmettre leur exploitation d'ici 2026. Sauf qu'en face, il n'y a pas assez de repreneurs potentiels, il n'y a pas assez de porteurs de projets. En moyenne, chaque année, il y a 21 000 départs, 21 000 agriculteurs qui partent à la retraite et il n'y a que 14 000 installations en moyenne. Donc le métier d'agriculteur, il est en tension. Et les conséquences de ça, elles sont directement visibles sur notre alimentation. C'est de ça qu'il retourne finalement notre sécurité alimentaire qui est en jeu, mais également l'emploi, la dynamisation des zones rurales. On l'a vu, il y a également des enjeux liés à la biodiversité. Donc il est urgent, il est important de permettre d'installer de nouveaux agriculteurs en France. Donc ça, c'était pour le contexte de l'installation et de la transmission. Maintenant, je vous propose de passer à la seconde partie. Comment est-ce que ça se passe pour un porteur de projet? Comment est-ce que concrètement on fait pour s'installer? Et là, je vais passer la parole à Benjamin, qui va nous expliquer un peu son parcours. Ok, bonjour à tous. Donc, Benjamin, donc oui, alors l'installation, comment ça s'est passé pour moi? Donc, j'étais déjà, moi, avec une petite entreprise de travaux agricoles que j'avais créée en 2005. Et moi, donc, je me suis installé en 2018. Donc, j'étais plus ou moins quand même à la recherche de projets de terres agricoles pour m'installer.
J'étais à la limite de laisser tomber parce que ça devenait de plus en plus compliqué ou vraiment changer carrément ou être plus sur de la viticulture autre part, enfin bref, mais à partir du secteur et ou voire même limite être salarié. Et finalement, j'ai eu juste à côté là, on a eu une opportunité sur des terres qui étaient à vendre par le biais de la SAFER. Et bon, on a commencé à étudier le dossier. Quand j'ai vu le prix des terres, j'ai dit non, bah là, une deuxième fois, je me suis dit non, non, on laisse tomber, c'est beaucoup trop élevé. L'apport, l'apport personnel, j'aurais dû faire auprès de la banque était énorme. Et ensuite, la rentabilité n'y était pas du tout parce que voilà, la petite particularité qu'on a dans le secteur, c'est qu'on a des terres à potentiel assez faible et on a une grosse pression des propriétés de chasse qui fait augmenter un peu artificiellement, entre guillemets, le prix des terres. Donc, ce qui fait que voilà, les terres étaient trop élevées parce qu'on a des gens qui ont les moyens, qui sont prêts à acheter des terres qui ne sont pas très rentables et agricoles, agriculturellement, comment dire, bref, au niveau point de vue agricole, pas très rentable, mais ils sont prêts à mettre le prix pour eux agrandir leur propriété de chasse. Donc voilà, ce qui fait que c'était compliqué. Et finalement, au total, il y avait 170 hectares à vendre et il y a un jeune à côté de chez moi là qui connaissait un référent de Terre de Liens. Et ce jeune habitant à côté, lui, il avait besoin d'une trentaine d'hectares sur tout le lot. Et il avait contacté donc du coup Terre de Liens qui était prêt à se positionner sur 30 hectares pour les louer ensuite à ce jeune agriculteur. Et bah, suite à ça, on en a discuté avec ce jeune-là et avec le référent de Terre de Liens sur le secteur. Et comment dire, on s'est quand même porté candidat, même si ça me paraissait beaucoup, sur 110 hectares de terre agricole à peu près. Et du coup, on a quand même réussi à monter le dossier. Et comment dire, donc voilà, donc finalement, on s'est porté candidat sur environ 110 hectares de terre agricole, un corps de ferme. Alexis, l'autre jeune, qui est également du coup fermier terre de Liens maintenant, lui, c'était sur environ 35 hectares. Et voilà, et moi ensuite, j'ai acheté également à moi propre un corps de ferme également. Et donc finalement, comité technique, comité technique, voilà, c'est quand la SAFER se met autour de la table et décide à qui, entre guillemets, quoi va être vendu à qui. Donc ce comité technique a eu lieu, on a eu la possibilité donc d'avoir les terres qu'on voulait. Et voilà, et donc suite à ça, moi en parallèle, j'ai dû faire le parcours à l'installation. Alors parcours à l'installation, c'est encore autre chose. Donc c'est-à-dire que pour pouvoir s'installer en tant que, le terme c'est jeune agriculteur, il faut, jeune agriculteur nous permet d'avoir des aides à l'installation. Qui pour moi là s'est élevé aux alentours au total, si tout va bien, aux alentours de 45 000 euros quand même, qui nous sont reversés en deux fois, 80% la première année et les 20% restants en année 4. Et bon, pour bénéficier de ça, il faut en fait un certain nombre de conditions. Il faut avoir la capacité agricole, donc la capacité scolaire agricole, donc soit un diplôme de niveau 4, donc soit un bac professionnel, soit un bac sciences et techniques, voilà. Ou alors, il faut passer le BPREA, c'est un brevet, c'est une formation adulte, on va dire, voilà, pour pouvoir avoir cette capacité. Donc moi, j'avais déjà le bac pro, donc c'était déjà rempli. Et ensuite, il faut faire quand même tout un tas de formations et par le biais de la Chambre d'agriculture, en fait, ils font le point sur où on en est de notre formation. Et il faut éventuellement compléter avec quelques petites formations en compta, en gestion, voilà, et quoi d'autre. Et il y a également formation, voilà, et il y a des stages obligatoires à faire. Donc il y a un stage de préparation qui dure, on va dire, je crois que c'est 4-5 jours à faire à la Chambre d'agriculture, et ensuite un deuxième stage où là c'est vraiment notre projet, voilà, qu'on travaille avec l'étude économique et autres.
Et ce stage, par contre, ces 2 stages, il n'y a que assez peu de sessions par an. Et il faut être prêt à l'avance parce que, en fait, entre le moment où on dit où on s'installe et l'installation, il se passe minimum 12 mois, quoi. Donc moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais déjà entamé une partie des démarches sur un précédent projet d'installation. Et donc, ce qui fait que finalement, donc, quand la SAFER a statué pour la vente des terres, c'était au mois de février. Ouais, c'est ça. Le comité technique a été fait au mois de février. J'ai quand même réussi à m'installer, moi, au mois de juillet 2018. Donc voilà. Et par contre, c'est une quantité énorme de documents à fournir. Enfin, c'est assez fastidieux. On se répète beaucoup. Ça se fait, quoi, je veux dire. Mais moi, ça va que j'avais 38 ans à l'époque. Je connaissais un peu, j'avais déjà fait quelques démarches et autres. Mais parfois, quelqu'un qui n'est pas du secteur, enfin, qui ne connaît pas un peu toutes ces petites habitudes, il peut vite, pas se décourager forcément, mais on peut se retrouver parfois bloqué pour juste un document, quoi. Donc voilà. Donc, suite à ça, donc voilà, je me suis effectivement bien installé au mois de juillet 2018. Et le fait est que de toute façon, oui, et donc je me suis installé grâce à Terre de Liens. Parce que moi, effectivement, s'il n'y avait pas eu Terre de Liens, vu le prix des terres, et en fait, Terre de Liens a une politique de retour sur investissement à long terme qui permet de conserver des montants de location raisonnables. Et, euh, et c'est ça qui a permis que je m'installe parce que si j'avais eu un investisseur, de toute façon, voilà, non, avec le prix des terres, avec la rentabilité des terres, un investisseur, on va dire lambda, n'aurait pas acheté, n'aurait pas reloué un agriculteur. Donc, c'était vraiment le projet de la chance que j'ai eue de Terre de Liens pour se positionner sur ces terres et les remettre à disposition d'une installation d'un jeune agriculteur en bio. Donc voilà. Peut-être est-ce que tu peux clarifier le rôle de la SAFER? C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Donc la SAFER, c'est une société qui est en fait régionale. Chaque région a sa SAFER. En fait, elle va un petit peu encadrer le prix de vente des terres et elle va également parfois se positionner s'il y a des ventes de terres, elle va se positionner pour définir la personne la personne la mieux positionnée pour reprendre les terres. Par exemple, si quelqu'un, je sais pas moi, mettons moi, je suis sur, nous ça a été le cas d'ailleurs. On avait le projet de Terre de Liens qui achète pour relouer à des jeunes agriculteurs qui s'installent. À côté de ça, en concurrence, on avait des projets justement de propriétaires de domaines de chasse qui étaient prêts à acheter. Et la SAFER a dit, là pour le coup, non, les projets prioritaires sont les jeunes agriculteurs à installer. Donc ils ont et en fait, c'était eux qui validaient, c'était eux qui décidaient qui allait acheter les terres. Donc, à savoir que dans la SAFER, il n'y a pas que les gens de la SAFER, il y a un technicien SAFER, mais c'est surtout la réunion, le comité technique, il y a des représentants des banques, je crois, des représentants des différents syndicats agricoles. Enfin voilà, c'est un collège de personnes compétentes et voilà quoi, c'est assez bien fait malgré tout quoi. D'accord. On a pas mal parlé du foncier, dans ta témoignage, tu as beaucoup parlé du foncier. Et sur sur ton projet d'installation plus globalement, donc j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses. Tu as parlé de formation, tu as parlé du parcours à l'installation, Oui. des aides à l'installation, tout ça. Est-ce que tu as été accompagné? Enfin, comment tu es rentré dans ce parcours? Enfin, ça a l'air compliqué comme ça au premier abord. Ouais. Comment tu t'en es sorti?
Je m'en suis sorti plutôt seul, visiblement. Enfin oui, plutôt parce que on a quand même, voilà, en théorie, ce qui simplifie assez les choses sur les installations, il y a le centre de gestion. Donc le CCER, enfin le CER, c'est à peu près le centre, si on veut dire, le comptable des agriculteurs, quoi. Ils sont très spécialisés avec les agriculteurs et eux, ils accompagnent, mais moyennant des honoraires très élevés et en plus sur des projets dont ils ont avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Bon, moi, même si je suis en grande culture, en bio, avec les types de cultures que j'ai, enfin voilà, ils me regardaient un peu avec des gros yeux et bon, je comptais pas bosser avec eux, mais j'ai quand même demandé juste par acquis de conscience. Et en fait, ils ont assez peu de compétences malgré tout, et même à la chambre d'agriculture, il y a quand même des techniciens. Donc ça, la chambre d'agriculture, en fait, c'est comme la chambre des métiers et de l'artisanat, comme la chambre des commerces, c'est un support qui nous aide à tout point de vue. Donc quand même pas mal au niveau de l'installation. Et justement, donc à la chambre d'agriculture, ils m'ont aidé un peu, enfin si, quand même pas mal. Donc on a ce qu'on appelle un point info installation. En fait, c'est un bureau où il y a 5-6 personnes qui sont purement dédiées à l'installation et qui, eux, après, vont vous aiguiller vers les techniciens ou vers même d'autres agriculteurs et de toute façon, vont vous fournir le parcours à l'installation et les démarches à suivre. Ça, il n'y a pas de souci. Si dans l'assemblée, il y a des gens qui cherchent à s'installer, il ne faut pas hésiter à aller quand même dans les chambres d'agriculture parce qu'ils sont là pour ça. Même si, voilà, on en revient toujours un peu à nous avec nos projets un peu, entre guillemets, alternatifs. Ils ont un peu du mal à nous suivre, mais malgré tout, ils sont quand même compétents et il faut pas hésiter à y aller. Il y a également de l'autre côté l'ADR qui est plus sur les projets alternatifs. Alternatifs, oui, je sais plus ce qui est alternatif maintenant ou pas, mais bref, on va dire l'ADR qui est, je peux plus vous dire les acronymes, mais voilà, l'ADR qui peut vous aiguiller sur des projets plutôt à taille humaine, quoi. Voilà. Ok. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faut pour être agriculteur en termes de compétences? Oh là, vaste question. Bah, ce qu'il faut, malheureusement, enfin non, justement, ça change un peu. C'est qu'il faut plus être forcément fils ou fille d'agriculteur. On se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de projets là dans le secteur. Ça, c'est bien. Voilà, c'est juste en aparté. Après, ce qu'il faut, il faut être bien conscient. Alors, on parle toujours, oui, de la charge de travail, même de la charge mentale. Parce que malgré tout, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Et ça, même moi, hein, je travaillais quand même j'avais une entreprise de travaux agricoles, je faisais des dossiers pour des agriculteurs ou quoi aux caisses. Mais c'est vrai que quand on regarde tout correctement, c'est très prenant. On a toujours un petit peu des documents à faire à droite à gauche. Ouais, j'appuie un peu là-dessus, moi, sur l'aspect administratif que moi j'avais tendance à délaisser un peu et que ouais, faut quand même une bonne organisation. Faut être assez pointu là-dessus et pas se laisser déborder parce que ça aussi des choses qui peuvent faire que une fois qu'on est débordé par rapport à ça, c'est pas évident quoi. Et puis, après, il y a oui, donc du coup, voilà, des qualités. Pour moi, il y a quand même des qualités de gestion à avoir ou à chercher à acquérir d'une manière ou d'une autre. C'est quand même assez important. Et après, oui, c'est comme tout. Après, de toute façon, on choisit le projet, je veux dire, plutôt l'implication physique, on va dire, le temps à passer physiquement sur sa ferme ou dans les champs ou auprès de ses bêtes ou autres. Oui, c'est à pas négliger. C'est à bien y penser à l'avance. Voilà, c'est sûr que. Mais après, voilà, il y a des projets avec des élevages où les gens travaillent 40-45 heures maxi par semaine. Voilà, après, il faut bien tout ficeler, quoi. Ouais, c'est plutôt bien préparé, moi, je pense. Le principal, bien préparé et bien pas hésiter à bosser dans d'autres fermes, même des fermes qui n'auraient à la limite rien à voir avec notre projet initial. Pas hésiter à faire le plus de stages ou ouais, d'expérience, quoi.
On va laisser un peu de temps pour les questions, donc même beaucoup, un bon quart d'heure pour les questions. Du coup, c'est Ninon qui va gérer la prise de parole et les questions. Ok. On a déjà 2 questions dans le chat. Ouais. La première de Carole, quelle est la répartition entre fermage et achat pour les installations? Alors ça, moi, je vais essayer de trouver les infos, mais si toi, t'en as, Benjamin... Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Après, ça dépend beaucoup des régions aussi, hein. Franchement, je ne sais pas du tout. Non, moi, j'aurais tendance à dire peut-être, je pense qu'au niveau national, il y aurait plus de fermage que d'agriculteurs installés. Je pense, je dirais ça comme ça vaguement, entre 60 ou 70% de fermage et 30 à 40% d'installation en achat, quoi. Et Yves Lacoste qui demande quel est le montant pour démarrer une installation matérielle, graines, etc. Enfin, voilà. En plus du foncier, Oui. comment est-ce que Alors après, tu voilà, finances tout ça ça? va. Après, ça va beaucoup dépendre du projet. Là, pour moi, pour information, une installation en grande culture sur 110-120 hectares de céréales en bio, je suis au total avec l'achat de la maison et du corps de ferme qu'on a eu, on est environ à 400 000 euros, je crois. 400 000 euros. Et ça, c'était en plus du foncier si on avait dû acheter. Donc là, c'était clair que c'était le million. Et après, mais après, il y a des projets également, je sais pas, on va dire, qui se fait un petit peu nous dans le secteur, des projets de transformation chèvre, transformation de lait ou chèvre ou vache. Je pense qu'une installation avec 200, avec un petit troupeau, je sais pas, 10 vaches ou 30, 40 brebis, on peut passer avec 250 000 euros, même voire moins, quoi. Et après, en maraîchage, on peut s'installer en maraîchage avec 30 000, quoi. On a une question aussi de Georges Stoïka. J'espère que je l'ai bien prononcé, ou Stoïka, je ne sais pas. Comment as-tu fait pour te convertir au bio? Parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident. Ouais. Bah nous en bio, donc moi je suis agriculteur, oui, hein, forcément, mais je suis à côté de chez mon papa, enfin de mon frère maintenant qui a repris sa ferme et qui a repris la ferme de mon papa, et donc à 3 km d'ici, et on travaille en bio depuis 1996. Donc nous ça a toujours été notre logique, et voilà, enfin il n'a jamais été question de s'installer d'une autre manière. Et voilà, donc après, techniquement, purement, la conversion, en quoi ça consiste? En fait, on a 2 années pleines sur laquelle là, par exemple, là, elle va se terminer là, moi, au 15 mai. Donc, j'ai commencé au 15 mai 2019 à ne plus utiliser donc à m'engager dans la conversion, donc ne plus utiliser de produits chimiques et autres. Et mais par contre, les produits, tout ce que je produis, je le vends encore au tarif chimique, on va dire, voire une petite légère plus-value de 5-10%. Et ça pendant 2 ans. Donc là, cette période, elle se termine au 15 mai 2021. Donc là, à partir du 15 mai de cette année, tout ce que je vais planter après le 15 mai va pouvoir être, entre guillemets, valorisé au tarif, vendu au tarif bio. Donc voilà, donc ce qui fait que du coup, entre-temps, il y a quand même une aide, nous encore sur la région centre, qui est une aide de conversion, une prime qui s'élève à environ 20 000 euros, moi, pour la surface que j'avais. Oui, je voulais intervenir à ce niveau-là. Il y a une structure qui existe pour commercialiser tes produits en agriculture biologique, déjà sur le secteur? Ouais. Et ben moi du coup voilà, vu que je suis en grande culture, bon après j'avais déjà quelques connaissances, mais ouais j'ai la coopérative agricole qui est juste qui est dans le secteur historiquement, qui peut me valoriser, on va dire 60 à 70% de ce que je produis. Et après j'avais d'autres connaissances parce que je fais de la multiplication de semences.
Donc, j'ai des multiplicateurs de semences qui m'achètent ce que je produis et voilà, et j'ai un petit peu auprès d'éleveurs et autres. Mais oui, j'ai déjà de quoi. J'ai des entreprises oui, qui valorisent, qui peuvent me permettre de valoriser ce que je produis. Mais ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, une installation comme la mienne aurait été beaucoup plus compliquée à réaliser, quoi. Bien sûr. Alors, tout à l'heure, tu parlais donc à une personne qui avait posé une question sur le montant des reprises qui sont assez importantes quand on commence à travailler en grande culture ou en élevage, que ce soit laitier, bovin ou autre. C'est pour ça qu'en fait, au niveau de Terre de Liens, bien souvent, on a quand même la majorité des installations qui est sur des petites surfaces, bien souvent. Donc, c'est l'horticulture, c'est le maraîchage, et trucs comme ça, parce qu'en fait, au pas de départ, les mises de fonds sont quand même assez limitées, quoi. Oui. On a une question aussi. Dans le cas de la reprise d'une exploitation familiale, est-ce qu'il faut nécessairement avoir la capacité agricole pour s'installer? Question de Pécoste, pardon. Eh ben oui, il la faut obligatoirement. Ouais, ça c'est sûr. Il n'y a pas de. En fait, voilà, c'est des textes. Disons que ceux qui financent, c'est l'Europe. Donc l'Europe a des grilles et voilà, il faut impérativement rentrer dans les grilles et il n'y a pas moyen de passer autrement. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce qu'est la capacité agricole ou Daniel Je t'entends mal. Vas-y, ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la capacité agricole? Ouais. Donc oui, donc la capacité agricole, donc c'est donc ce qui va me permettre de m'installer et d'avoir des aides de l'Europe. Donc la capacité agricole, c'est il faut avoir un diplôme de niveau 4. Donc soit bac professionnel, soit bac technique, mais soit bac technique mais agricole forcément. Donc, moi, à mon époque, il y avait 2 bacs qui permettaient d'avoir ça. Donc, moi, j'ai fait le bac pro. Et ensuite, l'autre solution, c'est le BPREA, le brevet professionnel, je ne sais plus les abréviations, mais on va remplacer en fait ça, qui est un stage qui va durer 1 an dans un centre de formation pour adultes et qui vous permettra à n'importe quel âge d'obtenir cette capacité agricole, cette capacité d'obtenir un projet financé, d'avoir des aides, la DJA, la dotation jeune agriculteur. Voilà. Quand vous avez la capacité agricole, vous pouvez obtenir la dotation jeune agriculteur, mais également passer par, entre guillemets, ce qui s'appelle donc le parcours à l'installation, donc qui se découpe en plusieurs stages. Il y a un stage vraiment, ça c'est en chambre d'agriculture. Il y a un stage qui va durer 1 semaine pour vous montrer toutes les structures, la MSA, la SAFER, les banques. Voilà, c'est vraiment très général. Et ensuite, vous aurez un deuxième stage plusieurs mois plus tard, qui là va vraiment être le travail sur votre projet d'installation sur l'aspect plutôt économique. Voilà. Et puis quelques autres petites formations que vous aurez à faire. Voilà, disons, quelqu'un va faire le point avec vous dans champ d'agriculture et va éventuellement, l'idée c'est de vous compléter. Donc si vous avez des lacunes, je ne sais pas, même juste des questions au niveau, je sais pas, d'organisation du temps ou pas, ou autre chose, il y a des formations de plusieurs jours qui vous seront proposés au sein soit de la chambre d'agriculture, soit d'une ADR, qui vous permettra de vous compléter et de faire votre formation et de faire le parcours à l'installation. Oui, tout à l'heure, je pense que la capacité théorique, intellectuelle est certainement très intéressante. Mais je pense que tout à l'heure, tu faisais mention aussi des différents stages que tu as pu réaliser avant l'installation. Et c'est là que vraiment où on peut se rendre compte si on est fait pour ce type de métier et d'analyser un petit peu tous les éléments qui rentrent dans cette activité professionnelle que l'on veut faire. Oui. Allô, c'est Bernard. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, Bernard.
Oui, c'était juste pour préciser peut-être deux choses. C'est que dans le secteur en région centre, hein, effectivement, j'insiste, Benjamin l'a dit, le BPREA, il y a beaucoup de jeunes qui passent à l'heure actuelle des hors-cadres familiaux, disons, ce qu'on appelle les hors-cadres familiaux, qui passent par le BPREA à la maison familiale de la Source. Voilà, donc ça c'est pendant un an et ils sortent quand même parce que ils font vraiment une étude de leur, ils ont déjà leur projet, il faut une étude de leur projet, il faut une étude économique de leur projet, etc. Et puis il y a une structure aussi en région centre qui existe, qui est le stage paysan créatif, qui est animé par l'ADR et qui permet aussi vraiment de de mûrir son projet. Voilà, c'est-à-dire que on peut passer par la chambre, mais il y a d'autres structures, des structures en fait qui sont plutôt des structures plus proches de terre de liens, telles que l'ADR et qui permettent aussi de s'installer vraiment en prenant du recul et de façon sérieuse. Ninon, tu n'as pas ton micro est micro coupé. ouvert. Ah, pardon, merci. Je dis, on a une autre question et avant de la prendre, je vais répondre à la question que Carole posait tout à l'heure. Tu y étais tout à fait, Benjamin. En 2016, les chiffres que j'ai trouvés sur l'allocation des terres auprès d'un tiers, c'était ce qui avait de plus répandu en France, ça correspondait à peu près à 60% de la surface. Alors, je n'ai pas le chiffre en termes de nombre d'installations, mais en termes de surface, 60% de la surface. Et on a une question de Yves Lacoste. Quel est le premier bilan de ton démarrage ? Est-ce que tu vois un peu des règles à retenir, des points de vigilance Alors, du point de vue purement professionnel, enfin purement technique, bon, les années suivent et se ressemblent et sont assez compliquées. Bon, voilà, ça c'est autre chose, on le savait, on a signé pour. On va y arriver, peu importe. Après, moi, j'appuie plutôt sur l'aspect administratif et bien faire attention parce que, notamment les documents de la conversion. La conversion que j'ai fait, en fait, il y avait des documents à fournir auprès de la DDT, donc la Direction départementale des territoires. C'est en fait la préfecture régionale. C'est notre interlocuteur qui nous finance ou qui fait le lien pour nous financer les conversions en agriculture biologique et qui fait aussi le lien sur ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, et en fait les aides que l'on touche de l'Europe. Que l'on touche de l'Europe. Donc ce sont eux qui sont nos interlocuteurs et auprès d'eux, il y a des documents à fournir, il y a des petits alinéas, des petits astérix, des choses qui sont que moi je me suis fait avoir, disons que en fait il y avait des documents à fournir et ils n'ont pas été fournis en temps et en heure puisque je ne les avais pas auprès de mon organisme, peu importe. Bon, j'ai fourni des documents un petit peu trop tard. Ils savaient que je m'installais et du coup, ce qui fait que j'ai pas eu les aides à la conversion la première année. Donc, ça représente quand même 20 000 euros. Donc, voilà. Et j'ai eu d'autres aussi, des transferts parce que par rapport à la PAC, les aides qu'on touche à l'hectare, elles ont un nom. Ça s'appelle les DPB, les droits à paiement unique. C'est ce qu'on touche tous les ans sur un hectare. Et en fait, moi, j'avais déjà une vingtaine d'hectares qui étaient à mon nom. Et juste pour un papier que j'avais envoyé mais pas signé, ils ne l'ont pas validé et j'ai des aides que je n'ai pas touchées pendant un an. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher auprès de l'ADR et auprès de la Chambre d'agriculture et même auprès de la DDT parce que moi si j'avais su, je les aurais appelés avant, j'aurais fait le tour pour tous les documents à fournir et parce qu'on se retrouve vite avec des montants pour un document non signé. Donc voilà, c'est surtout par rapport à ça que je voudrais, surtout avec des projets comme moi, disons en grande culture, où la part des aides PAC est assez importante.
Après, l'autre bilan, on va dire, pour ce qui est... c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Moi, j'ai une chose qui m'a un peu marqué. Moi, c'était tout bête, mais en fait, c'était le compteur EDF. Je devais passer en triphasé. Et donc, c'est pas dramatique, c'était juste pour moi pour bricoler. Mais si j'avais eu un. Et en fait, voilà, Enedis a mis 2 ans à me fournir un compteur triphasé. Et en fait, je me suis dit, mais si j'avais un projet de transformation fromagère ou autre, que je devais produire du fromage au bout de 8 mois et que j'avais besoin de triphasé absolument, je ne sais pas comment j'aurais fait parce que j'étais en face d'un mur, j'avais aucune réponse. Et heureusement que moi, c'était un petit peu accessoire, quoi, cette histoire de. C'est des trucs tout bêtes, mais voilà, moi, un compteur triphasé, c'était accessoire. Mais il y a des projets pour qui c'est vital. Et en fait, moi, j'étais réellement en face d'un mur, j'avais aucune réponse. Enfin, ça a été un enfer, quoi. Donc, ouais, il y a des choses comme ça, ouais, quand vous savez que vous avez, je pense, il y a quelques trucs comme ça qu'il ne faut pas hésiter à anticiper, même avant l'installation, des choses tout bêtes comme un changement de compteur, voilà. Bref, enfin une évolution de contrat, voilà. Oui, bon, c'est vrai que ça a été le cas aussi qu'on a rencontré, nous, pour des maraîchers où en fait l'installation électrique n'était pas conforme pour le réseau, pour l'irrigation, Ouais. et qui ont attendu 1 an, même 2 ans, et avant que EDF ne vienne installer, quoi. Et c'est très long. Ouais, Donc, ouais. il faut vraiment anticiper cet aspect-là avant de commencer, parce que sinon, les premières années sont très difficiles. Ah oui. Il nous reste un peu de temps, on peut encore prendre 2 questions. Là, j'en ai une première. Et si jamais, on peut peut-être prendre les deux d'un coup, si quelqu'un d'autre a une question. Oui, ben moi j'en ai une. Benjamin, dans ton bilan, en fait, est-ce que tu es heureux d'avoir fait cette installation ou non? Ah bah, clairement, oui, non, je ne regrette pas ça, sans aucun doute, oui, oui. Ah non, je suis heureux et puis je suis, oui, j'ai toujours un peu le côté négatif, c'est sûr, j'ai pas appuyé les points positifs. Oui, non, bah, forcément, il n'y a pas de souci, je suis heureux. Et puis voilà, la chance, enfin, ce qu'on avait aussi, c'était que on est quand même heureux, c'est qu'ici, la ferme, c'est une ancienne propriété de chasse, en fait, qu'on a du coup reconverti en bio et qu'on a remis à sa vocation initiale, qu'on a remis en culture, en agricole. Voilà, ça fait plaisir. Là, on va commencer à faire pâturer un peu. Enfin, mon frère est à côté. J'ai quelques prés des cultures du trèfle que je vais faire pâturer. Il va y avoir des animaux. Enfin, c'est sûr que oui, voilà, ça. Non, non, mais ça change tout. Et puis on est heureux parce que d'autant plus, voilà, juste pour la petite histoire, c'est que du coup, la chance qu'on avait avec cette propriété de chasse, c'est qu'il n'y avait aucune haie qui n'ont été arrachées depuis 50 ans. Donc du coup, on a réellement, bah là dans le secteur, le dernier petit bocage qui a été conservé. On a des parcelles qui font 3-4 hectares maxi. Donc bah, c'est super que, oui, que des champs comme ça puissent retrouver leur vocation initiale. Et voilà, et puis on a hâte d'avancer un peu plus et de montrer ça à tout le monde et d'avancer plus dans nos projets. Donc oui, non, définitivement, on est très heureux, il n'y a pas de souci. 2 dernières questions. Oui. Est-ce que je peux terminer? Oui, vas-y, Daniel. Oui, c'était en fait, tu as précisé tout à l'heure dans la présentation que tes parents étaient à côté aussi, ou ton frère? Oui, mon frère, oui. Avait déjà une exploitation, ils étaient déjà installés. Oui, oui. Et certainement, ce côté-là est très enrichissant pour toi, quoi, en fait. Et ça te permet quand même de voir les choses de façon plus sereine. Bah oui, définitivement, oui, c'est sûr que oui, et de toute façon, voilà, l'installation, elle s'est faite grâce à Terre de Liens, mais elle s'est faite aussi par le fait que mon frère est déjà installé à côté. On a un peu de matériel en commun, on bosse pas, on fait pas forcément beaucoup de chantiers ensemble, mais on fait quelques chantiers ensemble. Voilà, oui, c'est sûr que moi, bah, de toute façon, un projet comme ça, comme celui-ci, sur 110, 120 hectares en grande culture, même en bio, hein, même avec le même type de ferme tout seul. Si j'avais eu ce projet-là, je sais pas, même à 100 km de chez moi, je pense pas, j'aurais peut-être réussi, mais ça aurait été compliqué. Mais je pense que de toute façon, je m'y serais pas lancé. Tout seul, de toute façon, non, non, avec la somme de boulot à faire et tout, non, non, je pense pas que je l'aurais fait. Oui, c'est là que je voulais intervenir aussi, c'est que pour
personnes qui veulent s'installer, avoir un petit réseau, ne serait-ce de copains, ne pas avoir peur de se faire un réseau autour de soi pour justement pas intervenir quand il y a des coups durs, remonter le moral quand il le faut, etc. Il faut pouvoir s'entourer quand on s'installe comme ça. Oui, 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 tout à fait, oui. Il nous restait 2 questions. Oui. La première, c'était est-ce que si jamais on reprend des terres qui n'ont jamais été traitées depuis 20 ans, par exemple, mais qui ne sont pas labellisées en bio, est-ce que les 2 ans de conversion s'appliquent? Et deuxième question, si tu peux répondre aux deux l'une après l'autre, comment faire pour pouvoir habiter sur sa ferme? Voilà. Ok, alors bon là sur l'aspect labellisation bio, c'est assez pointu. Je dirais que normalement il est possible. Si la personne qui a cultivé ses terres peut attester, normalement ça peut se faire. Je suis pas sûr à 100%, mais je sais que, enfin, en tout cas moi ça l'a déjà été sur des terres en friche. Donc, disons que la partie terre en friche ou jachère, c'est plus facile de justifier qu'il n'y a pas eu de traitement vu qu'elles sont en friche et que les régulations, comment dire, et les traitements sont interdits sur des cultures en friche. Donc là, c'est possible. Après, ouais, si vraiment la ferme était ouais, non, polyculture élevage, ouais. Alors après, je sais pas. Voilà, dans la mesure où il y a eu des cultures, je sais pas si c'est. Il faut vraiment voir auprès d'un organisme certificateur. Donc il y en a plusieurs. Il y a Bureau Veritas. Il y a, comment on appelle aussi, en bio, EcoCert, ouais, c'est ça, EcoCert et d'autres. Enfin, de toute façon, il faut googliser labellisation bio et vous trouverez. C'est à eux qu'il faut poser les questions, hein. Je pense que c'est les mieux à même de ça. Alors ensuite, habiter sur sa ferme, après, ça dépend. Est-ce que c'est dans le sens, il n'y a pas de maison d'habitation et est-ce qu'on peut se construire sa maison d'habitation? Carole, si vous voulez préciser, n'hésitez pas à allumer votre micro. Allô? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ok. Oui, j'ai juste entendu que c'était... Enfin, quand c'est des terres agricoles, du coup, on peut pas habiter, sauf si... Enfin, j'ai pas bien compris s'il n'y a pas de bâtiment. Ouais, c'est ces questions-là, Ouais. quoi. Donc après, voilà, bon, on va dire, imaginons, enfin moi, c'est peut-être là ce que les gens ont voulu vouloir dire, c'est qu'en fait, imaginons, on reprend juste un corps de ferme sans maison d'habitation et qu'on s'installe voilà, qu'il n'y a pas de maison d'habitation, qu'on a une grange, admettons, et qu'autour, il y a 3 hectares de terrain. En fait, on peut se faire construire une maison d'habitation dans la mesure où il y a besoin de surveillance. Donc, si on fait du maraîchage, il faut être présent régulièrement pour intervenir et pour irriguer ou pour autre chose. Et si on est en élevage, donc si on a des animaux, il faut obligatoirement, c'est préférable d'habiter sur place. Donc on peut se faire construire une maison d'habitation pour surveiller. Par contre, si c'est comme moi en grande culture, juste en céréales, en grande culture, on n'aura pas la possibilité, enfin de ce que j'ai compris, je crois qu'on n'aura pas la possibilité de se faire construire une maison d'habitation sur le siège d'exploitation. Mais en maraîchage, enfin de mémoire, ouais, maraîchage et élevage, on aura la possibilité de se faire construire une habitation. Pour compléter, ça, ce sont des règles qui sont en général présentes dans les documents d'urbanisme. Donc, tout ce qui est plan local d'urbanisme, PLU, ou plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI. Donc là, il y a des zonages en zone agricole. En effet, il faut être agriculteur, avoir une exploitation agricole pour pouvoir construire une maison d'habitation. Et suivant le projet, c'est plus ou moins possible. Les communes peuvent avoir des règles particulières suivant les espaces, les zones. Voilà. 2 éléments pour préciser. Je pense qu'en maraîchage, en fait, il n'y a que l'élevage qui permet d'avoir cette dérogation. Le maraîchage, je ne crois pas qu'on puisse avoir cette dérogation.
Et sinon aussi pour la question précédente, le bio. Si la prairie, si c'est une prairie aussi qui a pas reçu d'engrais ni rien en fait, hein, aussi elle peut passer en bio assez facilement. Oui, il faut le prouver, quoi. Il faut pouvoir déterminer que cette surface-là n'a pas reçu de produits chimiques. Oui. Je vous propose de continuer le déroulé de ce webinaire. Je vous propose une petite synthèse en fait de tout ce qui a été dit à travers le témoignage de Benjamin. Benjamin, tu pourras me compléter. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'un projet d'installation, il a de multiples facettes. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a d'abord l'aspect humain en termes d'organisation du temps, de fonctionnement à plusieurs, de qualité de vie. On a parlé un peu du lieu d'habitation, on a parlé aussi du réseau social, l'important de se faire un réseau, de pouvoir s'appuyer sur ce réseau. On a aussi parlé, Benjamin, tu disais que tu es installé à côté de ta famille et qu'avec ton frère, il y a aussi un peu d'entraide. Enfin, il y a tout cet aspect-là dans un projet d'installation. Il y a également tous les aspects réglementaires. Quand on va s'installer, est-ce qu'on a le droit de faire un forage? Est-ce que si les terres sur lesquelles on souhaite s'installer sont dans un zonage Natura 2000, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les impacts sur son projet d'installation? Il y a aussi toute la réglementation en termes d'hygiène, notamment quand on a un laboratoire de transformation pour faire des fromages, par exemple. La prévention des risques sur l'exploitation, voilà. Beaucoup d'aspects réglementaires. Donc, une bulle avec tout ce qui est aspect réglementaire. Les aspects juridiques, tu as un peu évoqué la MSA. Donc la MSA, c'est la mutuelle des agriculteurs. Donc il y a une mutuelle spécifique. On n'en a pas parlé, mais il y a également tout le côté statut juridique et fiscal de l'exploitation. C'est spécifique aussi au monde agricole. Toutes les autorisations d'exploiter. En fait, dans ce volet juridique, on s'aperçoit que le secteur agricole a énormément de spécificités. Ce n'est pas la même chose de créer une entreprise agricole qu'une autre entreprise dans un autre secteur d'activité, ce qui peut rendre assez compliqué la création ou la reprise d'une entreprise agricole. Il y a les aspects économiques et avec eux les aspects financiers, tout ce qui est chiffrage du projet, et sur le côté financier, l'investissement. Tu as parlé pour ton projet d'installation de 400 000 € d'investissement. Tu as également parlé des aides à la reconversion. Tu as évoqué la dotation jeune agriculteur. Donc, tu disais 45 000 € en 2 fois pour ton projet. Donc, ça aussi, c'est des aides. Donc, tout ça, c'est compliqué. Il faut les connaître. C'est pas facile pour des porteurs de projets, notamment des personnes qui seraient pas issues du milieu agricole pour qui tout cela est nouveau. Et puis enfin, il y a les aspects techniques qui sont pas des moindres. Tout ce qui est le matériel, le bâtiment, l'assolement. Donc l'assolement, c'est comment est-ce qu'on va répartir ces cultures sur la totalité de la surface que l'on occupe. Tout le volet commercialisation, où est-ce qu'on écoule ces produits, transformation, le cas échéant, et le volet foncier. Donc avant de revenir sur ce point-là, tu l'as dit, Benjamin, dans ton témoignage, l'importance d'anticiper, même Daniel aussi, c'est un mot que vous avez utilisé plusieurs fois, anticiper son projet d'installation. S'informer, on a parlé du point accueil-installation. Il y en a un par département et ils sont là, justement, c'est un peu le point d'information sur l'installation pour essayer de comprendre un peu tout ça et tout ce qui se passe quand on veut se lancer dans un projet d'installation. Se former avant et après. On a parlé du BPREA, on a parlé de formations plus courtes proposées par les chambres. Il y a aussi la DAR, se faire accompagner. Là aussi, on a parlé du centre de gestion, à nouveau de la chambre, de la DAR. Il y a beaucoup de structures qui gravitent dans ce secteur-là, et conseillers, etc.
Sur cette petite diapo, j'ai mis le foncier en rouge parce que c'est le cœur de l'activité de Terre de Liens. Benjamin, tu en as beaucoup parlé dans ton témoignage. On sent que ce n'est pas toujours simple quand on s'installe d'avoir accès au foncier, alors que ça conditionne finalement l'accès au métier d'agriculteur. Et cet élément-là peut aussi être extrêmement lié aux autres facettes du projet, et notamment l'aspect financier. Parce qu'on l'a vu, le foncier a un coût très important et ça peut être un véritable frein pour s'installer. Donc nous, Terre de Liens, on agit spécifiquement sur cet objet-là, le foncier. Et pour la suite de ce webinaire, je vais laisser la parole à Daniel pour nous expliquer qu'est-ce que c'est Terre de Liens, qu'est-ce que fait Terre de Liens dans tout ce contexte-là, et un peu, lui, en tant que bénévole, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il est là. Daniel, si tu veux bien prendre la parole. Ah, Daniel, tu n'as pas ton micro ouvert. C'est bon. Oui, donc je suis ancien agriculteur. Je suis à la retraite depuis 12 ans bientôt, là maintenant. Dès que j'ai pris le parcours, bon, j'avais une exploitation en fermage. Et quand j'ai décidé de commencer à penser un petit peu à la retraite, j'ai commencé à y penser. Je voulais la prendre à 60 ans. Et j'ai commencé à y penser à 50 ans. Hein. Et ben en fait, il m'a fallu un peu plus de 10 ans bientôt, tout juste 10 ans pour pouvoir trouver un repreneur et transmettre son exploitation. Ce qui fait qu'on s'aperçoit que transmettre une exploitation, ce n'est pas simple. Il faut trouver donc une personne en face qui veuille bien se lancer dans un projet. Et puis, et voilà, et vous être prêt aussi à lâcher, bien sûr. Donc, moi, à partir de là, ma réflexion, c'est de dire, si Terre de Liens a cherché donc des bénévoles qui voulaient bien intervenir comme référence sur un secteur donné, ayant de par leur passé, une certaine expérience agricole. Et donc, je suis rentré à Terre de Liens en 2010. Et ce que je veux dire, c'est qu'être référent en Terre de Liens, c'est quelque chose qui est assez passionnant, parce que je dirais que c'est le beau côté des choses de Terre de Liens, c'est de permettre de rencontrer des gens, de mettre en liaison des personnes, entre une personne qui cède une exploitation et des jeunes qui veulent reprendre et rechercher ce type une exploitation. Et quand vous pouvez donc être un intermédiaire, c'est le côté passionnant de notre activité Terre de Liens. Comment que ça se passe? Bien souvent, donc, quand on veut rencontrer, quand il y a des jeunes qui veulent s'installer, bien souvent, ils ont des pour pouvoir s'installer, mais ils ont dans leur idée de ne pas acheter la terre. C'est-à-dire que pour eux, acheter du foncier, c'est quelque chose de trop important et qu'ils préfèrent garder l'argent qu'ils ont pu avoir un petit peu en dépôt, plutôt de le mettre dans l'outil de travail plutôt que dans la terre. Donc, à partir de là, ils font appel à Terre de Liens. Terre de Liens donc, est une association qui a pour but d'acquérir le foncier à la place de jeunes qui veulent s'installer. Et pour acquérir ce foncier-là, ils font appel à l'épargne populaire sous forme d'action. Donc, nous, notre rôle, c'est donc essayer quand il y a un porteur de projet qui se présente sur un lieu déterminé, c'est de le rencontrer. Et la première rencontre, bien souvent, pour moi, en fait, c'est essayer de comprendre un petit peu le type de projet que ces jeunes veulent mettre en place, qui n'est pas toujours identique à celui où l'exploitation à reprendre. À savoir aussi si c'est un projet qui a été réfléchi
et là, pour moi, c'est très important aussi, c'est savoir si c'est une réflexion de couple, si l'ensemble l'homme ou la femme, s'ils sont mariés ou en compagnon, c'est quelque chose de réfléchi à deux. Et parce qu'en fait, bien souvent, donc, quand il y a des enfants qui arrivent, ça pose aussi problème. Donc, quand c'est bien réfléchi à deux, à ce moment-là, donc, on va sur l'exploitation qui est visée et on fait le tour de l'exploitation avec l'agriculteur cédant. Et là, donc, c'est une discussion qui se passe entre Terre de Liens, le porteur de projet et le propriétaire. Et l'ancien propriétaire, quoi, en fait, qui veut lâcher. Donc, pour nous, c'est de voir, dans un premier temps, la qualité des terres, essayer de discuter avec l'agriculteur, qui lui connaît normalement donc toute son exploitation, pour faire ressortir un petit peu les points forts et les points faibles des types de sols qui se trouvent sur son exploitation. Refaire ressortir s'il y a un point d'eau. Est-ce qu'il y a une irrigation en place? Est-ce qu'il y a un forage? Quelle est la vétusté de l'ensemble de ces éléments-là? Ensuite, c'est bien faire, s'il y a des bâtiments, donc c'est faire le tour des bâtiments, savoir si ces bâtiments sont l'état de vétusté des bâtiments existants, bâtiments professionnels, et aussi qui peut être aussi un bâtiment de maison d'habitation. Ensuite, donc, c'est tous ces éléments-là, et c'est ensuite de faire discuter le porteur de projet pour bien définir son projet à lui. Et qu'est-ce qu'il veut sur cette exploitation-là qu'il envisage de reprendre, qu'est-ce qu'il veut mettre en place comme culture, comme élevage, etc. Et donc, c'est à nous essayer de cerner un petit peu l'adéquation qu'il peut y avoir entre le projet qui va être mis en place, porté par les porteurs de projet, et l'exploitation existante, est-ce que c'est compatible ou pas? Ou aussi de faire réfléchir un petit peu sur les évolutions possibles de l'ensemble de ces éléments-là. Tout cela se fait aussi donc, en liaison avec nos charmantes hôtesses de Terre de Liens que vous avez à l'écran. Et parce qu'en fait, c'est toute une équipe qui travaille. Bien souvent, on n'est quand même pas seul référent. On essaye d'avoir un ou deux référents, de se faire accompagner, parce que chacun donc, a une vision des choses un peu différente et peut apporter aussi des éléments que l'un ou l'autre n'aurait pas vus. Et une fois qu'en fait, l'ensemble de ce projet prend corps, à ce moment-là, c'est d'accompagner ces porteurs de projets dans l'évolution de leur projet. Pour nous, Terre de Liens, ce qui nous apporte surtout, c'est en fait, c'est l'achat des terres. Si on constate que le porteur de projet et le projet mis en place par ces porteurs-là est viable, on engage donc tout un cheminement pour acquérir ces terres. Donc, c'est de passer devant d'abord déterminer les prix des terres, combien donc le fermier ou le propriétaire de moi en place veut céder ses terres. À quel prix? Est-ce que c'est un prix qui se fait dans la région ou est-ce que c'est un prix qui est trop important? À ce moment-là, on peut discuter, etc. Ensuite, c'est de rencontrer donc le notaire. Une fois que donc, le notaire on a pris contact avec le notaire, lui, donc, il est obligé d'en informer la SAFER. Et donc, une fois que la SAFER est informée, elle a 2 mois pour prendre position à un droit de préemption sur cette exploitation-là qui est à céder. Si au bout des 2 mois, il n'y a pas de réponse de la SAFER, ou elle ne donne pas de réponse à ce moment-là, donc le porteur de projet, elle donne acte au porteur de projet présenté par Terre de Liens, qui peut reprendre cette exploitation-là. Sinon, donc, la SAFER, au bout de 2 mois, peut être aussi
amené à discuter de l'opportunité que cette exploitation-là pourrait peut-être aider d'autres jeunes agriculteurs voisins sur le secteur. Et à ce moment-là, donc, c'est un choix qui peut se faire et qui peut remettre en cause donc, justement l'installation de notre porteur de projet. La SAFER aussi peut quelquefois aussi geler des terres pour mettre à disposition par la suite. Ça, c'est dans ses prérogatives. Une fois que, que l'ensemble de ces éléments-là, si la SAFER a donné son accord, le porteur de projet, Terre de Liens donc, établit avec le porteur de projet une fiche qui donc précise un petit peu les tenants et les aboutissants du projet, le lieu, etc. Et ensuite le prix le montant de la reprise par Terre de Liens. Et l'ensemble de ce dossier-là est mis en place par les secrétaires de Terre de Liens. Et qui ensuite lance, avec le référent, lance donc les différents formulaires d'acquisition et de recherche d'actions, de mise en place d'actions populaires. Voilà donc ce que j'avais à dire. Et maintenant, je pourrais compléter sous forme de questions. En sachant aussi que dans les participants de cette soirée, il y en a d'autres qui font aussi la même activité de référent. Alors, je voudrais aussi ajouter aussi, tout à l'heure, il y avait une question sur sur les capacités aussi donc, des gens à s'installer et à savoir si vraiment ils sont aptes à s'installer. Et Terre de Liens aussi a mis en place ce qu'on appelle la SIAP, où c'est une couveuse aussi, où des jeunes porteurs de projets, avant de s'installer définitivement et seuls, vont passer de 1 an ou 2 ans sur une exploitation en couveuse, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être accompagnés pendant tout leur parcours. Et au bout de cette année-là ou 2 années de travail au niveau de la SIAP, se rendre compte s'ils sont vraiment, si cette orientation qu'ils ont prise de reprendre une exploitation agricole, c'est leur choix vraiment véritable, ou est-ce qu'ils en fait, ils font fausse route et à ce moment-là, ils préfèrent repartir ailleurs. Merci Daniel pour ces explications très précises. Donc oui, comme tu le disais, il y a d'autres bénévoles de Terre de Liens qui sont également présents à ce webinaire. Donc je les invite, s'ils le souhaitent, à répondre, à compléter les questions qui vont être posées. Et donc, par contre, je vous invite à poser vos questions. Pour le moment, il y a une seule question dans le chat, mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Levez la main si vous n'avez pas accès au chat, par exemple. Vous pouvez aussi demander la parole autrement. Enfin, n'hésitez pas. Je voudrais ajouter aussi, c'est qu'en fait, la région centre est assez vaste et que nous sommes quand même assez peu nombreux par département pour effectuer ce travail. Et que si on pouvait donc à partir donc de ce type d'activité en visio là, trouver des jeunes ou des personnes qui ont un peu de temps à donner pour venir et nous aider dans cette tâche, ils sont les bienvenus, bien sûr. On a Bernard, éventuellement, je ne sais pas, enfin, moi je veux bien compléter en tant que bénévole aussi et référent. C'est super en fait, hein, tout ce qui vient d'être dit. Juste, effectivement, Daniel, toi tu t'es dit référent agricole, moi aussi d'ailleurs, mais en fait on peut être aussi référent sur une ferme sans rien connaître, enfin, sans connaître grand-chose à l'agriculture. Après, on se forme, Terre de Liens, il y a plein de formations, etc. Et on peut apporter son expertise sur plein d'autres sujets, juridiques, techniques, enfin bon. Donc il n'y a pas besoin forcément de complexer si on n'a pas une expérience agricole. Enfin, c'est important parce que moi, quand je suis rentré à Terre de Liens, je pensais que vraiment il fallait avoir une compétence agricole. Ben non.
Hein, donc vraiment toutes les bonnes volontés sont bienvenues et en général on trouve à vous employer. Après, ce que je voulais peut-être rajouter, c'est que quand il y a un agriculteur, enfin l'intérêt de Terre de Liens, c'est l'achat des terres, mais ça va un peu au-delà, je pense quand même, parce que ça permet de réfléchir, puisqu'il doit passer devant un comité d'engagement, voire même au niveau régional, devant un comité régional d'engagement, et sur lequel on n'étudie pas uniquement que l'aspect financier, que l'aspect achat de terre, on étudie aussi l'aspect humain, on étudie, comment dire, si c'est un projet de couple, hein, comme tu as dit Daniel, hein, parce que c'est vraiment important, s'il y a une intégration locale, s'il connaît les CUMA, si il connaît les AMAP, s'il a déjà prévu des comment dire de la vente ou des choses comme ça. Après, un projet sur deux n'est pas à l'identique, et ça c'est une grande surprise, c'est-à-dire qu'auparavant une ferme laitière, le repreneur il reprenait à l'identique une ferme laitière, et maintenant dans beaucoup de projets de Terre de Liens, le projet change, c'est-à-dire que une ferme laitière elle va être transmise, mais différemment. Peut-être il y aura un maraîcher, quelqu'un qui va faire des petits fruits, mais peut-être quelqu'un aussi qui va faire aussi le lait et de la transformation fromagère, quoi. Bernard, est-ce qu'on pourrait un peu peut-être laisser la place aux questions, parce que mais tout à fait, je m'arrête. Il reste plus beaucoup de temps et il y a déjà je m'arrête. Merci. Première question de Vincent Farcy. Est-il courant que des propriétaires vendeurs vendent à un prix qui soit en dessous du marché pour faciliter l'émergence de fermes Terre de Liens? Moi, premier élément de réponse, j'en ai pas encore croisé et je sais pas, Daniel, tu as peut-être un peu plus d'expérience. Moi non plus, hein, je n'ai pas croisé bien souvent. Donc, il y a un prix moyen qui est fait au niveau départemental des terres. Maintenant aussi, on connaît tous un petit peu les agriculteurs entre eux qui sont très voraces. Hein. Quand on parle un petit peu de terre, c'est la foire d'empoigne quelquefois. Et tout à l'heure, on parlait j'entendais parler de 10 000 euros l'hectare de terre achetée, c'est vrai, mais dans le nord de la France, moi qui je viens de là-haut, c'est simplement, c'est pas le prix de la terre, c'est tout simplement le pas de porte, le droit de cultiver, hein, sans devenir propriétaire. Ça veut dire qu'en fait, dans le Cher aussi, je crois que c'est un peu ces prix qui commencent maintenant à venir. C'est quelque chose qui est très, très... Enfin, tout propriétaire, de toute façon, essaye d'en tirer le maximum des prix de ses terres, quoi. À moins vraiment d'être... bon, oui, ça existe, on en preuve. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui font don de leur exploitation à Terre de Liens. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont cette idée-là, ces propriétaires qui se disent, bon, nous, on ne veut pas que nos terres aillent à l'agrandissement, mais plutôt d'installer des jeunes à un prix raisonnable. Bon, tout cas de figure existe sur le terrain. Et tout à l'heure, je voulais parler aussi, c'est le niveau, quand on parle d'exploitation à reprendre, il y a bien sûr les terres, nous c'est le foncier qui nous intéresse, mais aussi il y a tout le bâti professionnel et puis la maison d'habitation. Bon, bien souvent on s'aperçoit que le bâti n'est pas toujours, et c'est une question qui est très, qui nous, en tant que référents, nous préoccupe un petit peu, et on fait toujours appel donc à des compétences au niveau du National Terre de Liens pour analyser un petit peu le patrimoine bâti des exploitations pour savoir si ça vaut le coup d'acheter aussi les bâtiments ou pas, quoi. Ça, c'est des questions qui se posent pour chaque cas envisagé. Excusez-moi, c'est Bernard de nouveau. Juste pour préciser quand même, pour le prix des terres, moi j'ai 3 exemples précis, hein, très très surprenants, où à partir du moment où c'était Terre de Liens, les propriétaires, alors c'était pas des fermiers, hein, les propriétaires ont accepté de baisser le prix, c'est-à-dire qu'ils avaient un prix qui était au-dessus du prix moyen de la SAFER.
on leur a expliqué que les terres, localement, elles se vendaient moins cher, etc. Et surtout, c'est que quand ils ont rencontré le porteur de projet, du coup, la rencontre avec le porteur de projet a fait que il y a quelque chose qui s'est passé humainement, et du coup, ils se sont dit, on préfère avoir le plaisir d'installer un jeune plutôt que de récupérer plus d'argent. Et donc, moi, je l'ai vu 3 fois. Voilà. Merci Bernard pour ces précisions. Je vais vous donner plusieurs questions, je pense, pour que vous puissiez voir un peu quelles sont les questions qui sont posées et y répondre au fur et à mesure. Première question, pour un propriétaire qui souhaiterait faire reprendre son exploitation, la transmettre, est-ce que Terre de Liens peut aussi proposer une mise en lien avec des porteurs de projets qui cherchent ce type d'exploitation? Deuxième question, plus sur le rôle de référent. Combien cela prend-il de temps de devenir référent et quelles sont les compétences nécessaires en dehors de la disponibilité? Il y avait une remarque aussi de Benjamin dans le chat sur l'importance des référents. Peut-être tu pourras, juste après que je liste les questions, tu pourras peut-être en dire un petit mot. Et dernière question, est-ce que, là aussi Benjamin, je pense que tu pourras apporter une réponse. Est-ce qu'il y a des achats de surface agricole avec plusieurs projets dessus, car la surface est trop grande et peut accueillir plusieurs projets? Benjamin peut-être, et après Daniel. Oui, donc oui, sur l'aspect de plusieurs projets, oui, effectivement. Nous, ça n'a pas été le cas parce que c'était un peu rapide et tout. Enfin, nous, c'est un peu le but de bosser après avec d'autres agriculteurs, enfin d'autres projets. Mais oui, ça arrive assez souvent, même que des projets, voilà, une exploitation un peu trop grande. Et plusieurs personnes s'installent dessus avec plusieurs projets. Oui, ça, c'est assez courant. Après, souvent, c'est quand même, enfin, de ce que je crois en connaître, c'est quand même souvent des gens qui ont déjà un projet à plusieurs, qui se connaissent et qui ensuite cherchent des terres. Après, mais après, il y a toujours possibilité, oui, par le biais de Terre de Liens. Terre de Liens, je crois, peut quand même mettre en lien avec, parce que de toute façon, Terre de Liens recueille des vendeurs de terres et également des porteurs de projets. Donc, il y a les deux types de publics qui sollicitent Terre de Liens. Donc, de toute façon, oui, ça arrive assez régulièrement que Terre de Liens puisse proposer des porteurs de projets. Voilà. Ensuite, il y avait l'aspect, oui, l'aspect référent, enfin l'aspect, oui, par rapport aux référents ou même par rapport à Terre de Liens. Oui, ce qui est intéressant, c'est les témoignages, c'est les visites même des différents référents ou des différents, comment dire, des différents bénévoles Terre de Liens. On a déjà eu une visite, bon, avec les années qu'on a, les conditions actuelles, on en a moins, mais c'est vrai qu'on a une année, la première année, une vingtaine de personnes qui viennent sur votre ferme. C'est super enrichissant, c'est des choses qui se faisaient pas, voilà, qui nous permettent un peu de nous sortir de notre boulot, d'échanger et de plus, oui, voilà, entre guillemets, la fraîcheur, enfin des gens qui sont pas du milieu agricole, qui posent des questions super intéressantes finalement et qui même aussi nous bousculent un peu dans nos certitudes et je trouve ça moi super intéressant et oui, c'est également le gros avantage de Terre de Liens. Et oui, comme disait Bernard tout à l'heure, je crois, ou Daniel, de toute façon, on n'est pas obligé de venir du milieu agricole pour être référent, parce que justement, c'est de là où on va pouvoir se former, je pense. Et après, même si on a certains éléments qu'on n'a pas, on pourra se permettre aussi, si on devient référent, former d'autres référents. Enfin voilà, quoi. C'est tout un cercle vertueux qui se forme, quoi. Et justement, qui renoue ce lien qu'on cherche un peu qui est un peu à la mode là depuis l'actualité, c'est de renouer un peu les urbains et les ruraux, quoi. Voilà. Et que Terre de Liens remplit cette fonction idéalement, quoi, je trouve.
Oui, oui, en fait, donc, se faire rencontrer les gens, je pense que c'est très important. Et puis faire connaître aux gens de la ville la campagne et surtout la vie de l'exploitation agricole, c'est primordial, c'est certain. Pour les référents et pour des personnes qui ne connaissent pas vraiment, qui ne sont pas issus du milieu agricole, de toute façon, la meilleure façon, c'est d'accompagner un référent quand il y a un projet sur place, hein. Ça, c'est la meilleure façon. Et ensuite, il y a des formations qui sont mises en place par Terre de Liens. Donc, à partir de là, un petit peu à la fois, on se forme parce que c'est pas difficile, mais il y a une certaine complexité aussi quand même dans toute la démarche d'installation d'un jeune, hein. Je suis bien souvent, donc on utilisait, c'est un parcours du combattant. J'aime pas trop ce terme-là, c'est-à-dire que pendant toute cette activité de mise en place de connaissances qui prend beaucoup de temps, c'est de la formation aussi pour le jeune qui s'installe. Mais c'est vrai aussi que d'un autre côté, l'exploitation, ça se passe sur l'exploitation et un semis, ou un truc comme ça, il faut être présent au bon moment pour le faire, etc. Et on ne peut pas. Et tout d'accord, Benjamin disait qu'en fait, il avait loupé à cause des connaissances du dossier ou d'une signature qui n'a pas été posée à un moment donné, n'a pas été récompensée par une prime. Hein, bon, c'est un peu dommage. Et dernièrement, je voudrais aussi dire aussi que la mise en place d'un dossier, c'est assez long pour le temps et il faut minimum une année, hein, pour que tout se fasse et tout soit ficelé entre le moment de la rencontre d'un porteur de projet dans un lieu donné et puis le moment où il peut, donc à ce moment-là, rentrer sur son exploitation, où il devient acquérir les terres, il faut facilement compter une année. On n'a pas parlé non plus donc, de la structure Terre de Liens, mais je ne sais pas s'il fallait en parler, des trois éléments, la fédération, la foncière et la fondation. On ne va pas s'étendre aujourd'hui là-dessus, mais j'apporterai un petit complément juste après. Ouais, juste pour compléter, il y avait une question sur la mise en relation des cédants et des porteurs de projets. Comme l'a dit Benjamin, on accueille ces deux types de publics et donc nous, après, on les renvoie vers nos bénévoles locaux. Et ces bénévoles locaux, du coup, peuvent faire le lien entre les porteurs de projets et les cédants. Et on a également un site d'annonce. Je vous mets le lien dans le chat qui s'appelle Objectif Terre et sur lequel les porteurs de projets peuvent dire je recherche une terre dans ce coin-là et les cédants peuvent dire je cherche à céder mes terres dans cette zone-là. Et ça peut là aussi permettre à ces deux publics de se rencontrer, de créer du lien et de se rencontrer. Voilà. Je voudrais aussi apporter un complément. Aussi, il y avait une question sur la reprise d'exploitation à plusieurs. Ça me préoccupe toujours un petit peu. Enfin, ça ne me préoccupe pas. Je trouve que c'est un moyen intéressant pour que chaque porteur de projet sur une exploitation, même si chaque projet sur un lieu donné est bien déterminé, puisse prendre du temps à soi pour sa vie privée. C'est très important. Néanmoins, c'est le problème des relations humaines. Et ce n'est pas quelque chose de simple. Déjà, quand vous êtes en couple, ce n'est pas toujours évident, ça ne marche pas toujours comme on le voudrait. Quand vous vous mettez à plusieurs, c'est confronté, c'est chaque individu avec ses problèmes, avec ses volontés, ses projets, etc. Et s'il n'y a pas d'éléments conducteurs d'éléments fédérateurs de tout ça, que les gens ne sont pas prêts à travailler ensemble, on voit beaucoup de choses qui disparaissent de cette façon-là, quoi. Donc, quand on veut travailler ensemble, c'est certainement très bien, mais il faut vraiment bien le penser, quoi. Merci pour ces éléments de réponse. Je vous propose d'enchaîner avec la dernière partie qui est assez courte, on est proche de la fin, de continuer sur la présentation de Terre de Liens, mais avec un petit focus sur toutes les actions et qu'est-ce qu'on fait en région.
Alors déjà, juste pour récapituler, mais vraiment très succinctement, qu'est-ce que c'est le principe de l'action de Terre de Liens? C'est de mettre en œuvre une solidarité opérationnelle entre des citoyens et des agriculteurs qui cherchent à accéder à des terres agricoles et qui ont des difficultés pour cela. Et pour leur permettre d'accéder à ces terres, on va les acquérir. Pour cela, on s'appuie sur la finance solidaire, on mobilise de l'épargne citoyenne. Mais ce ne sont pas nos seules actions, comme on le verra un peu plus en profondeur juste avant la fin de ce webinaire. Ce dont on a parlé aussi dans les échanges, on a parlé des compétences pour être référent. C'est aussi un des rôles de Terre de Liens, en fait. Nous sommes une association de l'éducation populaire et notre objectif, c'est également de mobiliser et former tout le monde pour que chacun soit en mesure de s'emparer de cette problématique et d'accompagner l'installation. En région centre, Terre de Liens, l'association régionale, elle existe depuis 2010. Et pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, il y avait environ 170 adhérents, 30 bénévoles. Alors un bénévole, c'est un adhérent qui, en plus d'adhérer, de payer son adhésion, il donne aussi du temps à l'association, plus ou moins selon ses disponibilités. L'association, elle repose aussi sur des actionnaires. Alors, il y en a 156, il y a 156 actionnaires qui habitent en région centre. Mais en réalité, à l'échelle nationale, il y a près de 15 000 actionnaires qui permettent l'achat de foncier par Terre de Liens. L'action combinée des bénévoles, des actionnaires, également des donateurs a permis en région centre d'acheter 18 fermes et d'installer 37 fermiers. Et au total, ça fait 800 hectares qui sont préservés de la spéculation et sur lesquels il y a des pratiques durables. Je vous ai mis également la carte des fermes de Terre de Liens, donc c'est 18 fermes pour que vous puissiez situer où est-ce qu'elles sont. Donc on voit qu'il y en a la majorité des fermes, enfin la moitié des fermes sont en Indre-et-Loire. Ensuite, les autres sont répartis dans les autres départements. Voilà pour le bilan aujourd'hui de Terre de Liens centre. Je vais conclure avec ce dernier point sur nos actions à Terre de Liens. Là, aujourd'hui, dans ce webinaire, on a beaucoup parlé de nos actions pour faciliter l'accès à la terre. On a dit qu'on accueillait et qu'on conseillait les porteurs de projets, les cédants, les propriétaires. On a parlé rapidement de notre plateforme Objectif Terre de petites annonces. On a parlé de l'acquisition de fermes, puisqu'en fait, une partie des porteurs de projets qu'on va accueillir, alors, ce projet va aboutir à une acquisition de fermes. On a parlé également, Daniel l'a évoqué, du suivi des fermes. Il disait qu'une fois que la ferme est acquise, qu'on l'a louée aux porteurs de projets, en fait, on reste présent. L'association reste présente auprès des fermiers. Et un dernier point, dans ce suivi, on réalise aussi des diagnostics sur nos fermes. Terre de Liens s'intéresse à la biodiversité, notamment sur les fermes. Et il y a des actions qui sont menées en ce sens, avec des pédologues. On a des diagnostics de la biodiversité sur les fermes. Donc ça, voilà, ce webinaire était surtout centré là-dessus aujourd'hui, mais Terre de Liens a d'autres actions. Notamment une action de mobilisation de la société civile autour des enjeux liés à la terre. Puisqu'on l'a dit, Terre de Liens fonctionne grâce à des bénévoles, des actionnaires, des donateurs. En fait, Terre de Liens fonctionne grâce à des citoyens. Et ces citoyens, il faut aller les chercher, il faut les sensibiliser, il faut leur donner les moyens d'agir. Et c'est un des rôles de Terre de Liens. De faire ça. Donc la sensibilisation, ça passe par des événements comme celui-ci, ce webinaire, mais dans des temps plus propices aux rencontres, ça passe aussi par des ciné-débats, des stands dans des foires, voilà, toutes sortes d'événements.
Tout le côté accompagnement à la prise en main de la problématique foncière, à l'acquisition de compétences, c'est aussi un des rôles de Terre de Liens. On organise pour ça des formations, on met en place des parrainages entre des bénévoles avec plus d'expérience et des nouveaux bénévoles pour accompagner la prise en main de tout ça. Faciliter l'accès à la terre, finalement, ça nous amène aussi à travailler avec les décideurs locaux. On est assez régulièrement sollicité maintenant par des collectivités territoriales qui ont des projets, qui souhaiteraient installer des agriculteurs sur le territoire de leur commune. Souvent, l'entrée, c'est on aimerait que la cantine soit approvisionnée en produits bio et locaux. Comment est-ce qu'on fait ? Donc, on a un rôle auprès de ces collectivités territoriales de sensibilisation à ces sujets parce que les collectivités territoriales, les communes, les communautés de communes, elles ont des outils pour agir sur le foncier agricole. On peut les accompagner là-dedans. Et puis, on a également tout un côté plaidoyer en faveur d'une gestion responsable du territoire. Et enfin, on n'agit pas seul. Un des objectifs de Terre de Liens, c'est aussi de créer des partenariats constructifs sur le territoire pour l'accès au foncier et l'installation de paysans et de paysannes, pour le développement d'une agriculture biologique, pour le partage d'outils, pour que tout ça soit plus efficient. On a aussi de plus en plus de partenariats autour du sujet biodiversité et environnement. Et chacune de ces actions que je vous présente là, elles sont menées par des bénévoles. C'est vraiment la force vive de l'association. On agit à l'échelle de la région et nous sommes que 2 salariés. Rien ne pourrait être possible à Terre de Liens s'il n'y avait pas de bénévoles. Donc, comme le disait Daniel, il y a de la place pour des bénévoles. Il y a une panoplie en fait, d'actions possibles. On n'est pas forcément que sur l'acquisition de terre. Chacun peut trouver sa place là en fonction de ses compétences. Et surtout, on est là pour vous accompagner à acquérir de nouvelles compétences si vous en avez besoin pour mener des missions à nos côtés. Donc, je termine ce webinaire un peu là-dessus, en vous disant que vous aussi, vous pouvez faire pousser des fermes près de chez vous. À minima, vous pouvez devenir adhérent. En devenant adhérent, vous soutenez notre action. Vous pouvez aussi devenir actionnaire. Ninon va vous mettre dans le chat le lien pour adhérer. Et si vous avez envie d'aller plus loin et de devenir bénévole, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous appeler ou envoyer un mail et on se fera un plaisir de vous répondre. C'est sans engagement. Vous pouvez juste nous appeler pour poser des questions sur qu'est-ce que c'est bénévole, comment est-ce que ça marche. Il y a aucune obligation. Peut-être que je laisse le mot de la fin à Daniel et Benjamin avant de dire au revoir à tout le monde. Est-ce que je dois mettre le mot de la fin? Écoutez, comme toute association, c'est des personnes qui travaillent, qui essayent de prendre un peu de leur temps pour agir, pour faire évoluer les choses. Nous, ce qui nous concerne, c'est trouver des terres, maintenir des fermes viables, faire des produits de qualité, un commerce de proximité. Et donc, les Terres de Liens, de par cette petite action, qui est assez importante quand même, l'achat du foncier, œuvre un peu à tout cela, quoi. Rejoignez-nous! Oui, voilà, la même idée que Daniel. Oui, c'est tout est dans le nom, quoi. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus, Terre de Liens. Voilà, ça crée du lien dont on a besoin. Enfin, nous, agriculteurs, même c'est un enjeu même plus général, enfin, même de société, on pourrait dire, quoi. C'est vraiment important que tout le monde se rende compte de l'impact de l'agriculture sur notre environnement, sur notre manière de vivre, sur tout un tas de choses. Et Terre de Liens est vraiment
l'outil entre guillemets idéal pour créer ça, quoi. Donc oui, rejoignez-nous. Oui. Je vais être moins grandiloquent que Daniel, mais oui, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Voilà. Je vous propose Et merci à tout le monde. d'arrêter. Merci. Ouais. Je vous propose d'arrêter là. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. On est là pour vous répondre.